Alors, bonjour tout le monde. Je suis Mathilde Duel-Acutier, doctorante en relations industrielles à l'Université Laval. Je travaille sous la direction du professeur Laurie Cora. Le titre de ma thèse porte sur la reconnaissance au travail, le cas des préposés en CHSLD. Le but de ma présentation aujourd'hui, c'est de pouvoir vous présenter les résultats préliminaires de ma recherche. Pour ce qui est d'une mise en contexte, alors le choix de pouvoir s'intéresser à la reconnaissance des préposés nous s'inscrit dans un contexte que ce soit économique, social, organisationnel, qui a connu des grandes envergures. En effet, si on regarde les conditions d'emploi et d'exercice des PAP et l'expérience qu'elles font de la reconnaissance au travail, cela nous apparaît indissociable des deux dernières réformes du réseau de la santé, du vieillissement de la population et plus encore de la pandémie COVID-19. Je vais m'intéresser particulièrement à la COVID-19. Avant la COVID-19, tout ce qu'on pouvait savoir des PAP, les PAP, en fait, ce sont des travailleuses. Elles sont cruciales, mais invisibles. Cruciales dans le sens où elles dispensent 80 à 90% des soins aux résidents. Mais elles sont invisibles du fait à leur faible participation aux décisions organisationnelles, une perception négative qu'elles ont elles-mêmes de leur métier et aussi une faible autonomie au travail. Avant la COVID-19, tout ce qu'on avait des préposés, dans les journaux, c'était toujours des incidents dans les CHSLD, des cas de maltraitance des préposés vis-à-vis des résidents. Avec la pandémie ici vient mettre en exergue l'importance de ce travail. Il y a eu la pandémie, il y a eu un décalage entre les papes d'avant et celles qui sont subitement devenues des anges gardiens, qui a été comme le surnom qui a été donné par le gouvernement à ce type de travailleuses. On a assisté certes à une revalorisation de la reconnaissance, de leur reconnaissance sociale, mais il y a eu quand même un oubli au niveau de leur reconnaissance professionnelle et pratique. Donc, quand on prend ça et que d'un côté, quand on rentre un peu dans la théorie pour voir c'est quoi les bienfaits de la reconnaissance au travail, donc on sait qu'une reconnaissance, lorsqu'elle est bien pratiquée en milieu institutionnel ou dans un milieu de travail, elle a une incidence non seulement positive sur la santé psychologique, le bien-être, la motivation et la performance. Donc, en absence de reconnaissance, ben, elle est susceptible de pouvoir engendrer des conséquences sur la santé, qu'elles soient psychologiques, émotionnelles, physiques. Donc, tout ceci m'amène à me poser la question, quelle perception les préposés en CHSLD, elles ont de la reconnaissance, mais plus encore, quels peuvent être les facteurs en cause qui influencent cette perception. Alors, le premier objectif, c'est de pouvoir comprendre l'expérience qu'elles font de la reconnaissance dans toutes ses diverses formes, parce que la reconnaissance, elle est perçue sur le plan organisationnel, individuel, avec des pairs, et puis aussi avec la société, et de pouvoir appréhender aussi les causes, parce que là, quand on va aller chercher quelles sont ces causes-là, les causes organisationnelles, les causes sociales, la politique, l'économie. Et quand on va le faire, on va prendre en lien le genre, les origines ethnoculturelles et le parcours socio-professionnel. Donc, pour pouvoir étudier la reconnaissance, le cadre de la sociologie clinique de Goleja m'apparaît très, très important. Donc, à partir de ce cadre théorique, on va pouvoir aller chercher les facteurs, ce que lui, il appelle ici des registres. Donc, il y a un registre macroéconomique, politique et idéologique de l'organisation existentielle. Donc, on va aller justement chercher ces différents facteurs-là pour pouvoir les mettre en exergue. Donc, pour ce qui est de ma méthodologie, bien évidemment, je pense que vous l'avez compris, c'est une recherche qualitative, qui s'est faite qualitatif parce on va à la rencontre des préposés aux bénéficiaires pour pouvoir avoir des entrevues individuelles avec elles. Donc, à date, la collecte s'est faite dans 9 CHSLD de la ville de Québec. Les analyses se font via le logiciel Invivo. Les caractéristiques de l'échantillon, c'était de pouvoir exercer comme préposé dans un CHSLD de la ville de Québec, avoir réussi sa période de probation, d'être âgé de 18 ans et plus, être issu ou non de l'immigration et être en emploi, que ce soit à temps complet, temps partiel ou temps occasionnel. Donc,
Pour ce qui est de notre première phase des résultats, alors, nous avons 95% qui s'identifient comme des femmes. Donc, ça, pour nous, dès le départ, c'est un métier à prédominance féminine. 40% sont d'origine immigrante et 80 sont à temps partiel, à temps plein, pardon, tandis que 20 sont à temps partiel. 50% à un âge compris entre 40 et 50 et notre plus jeune proposé à date à 21 ans. Toutes travaillent bien évidemment dans un CHSLD et toutes sont syndiquées. Alors, pour ce qui est de la trajectoire professionnelle et migratoire, donc, j'ai scindé mes résultats. Donc, les PAP natifs, pour 45% un diplôme d'études professionnelles en assistance à la personne en établissement et à domicile. Et 30% sont des préposés des logos. Donc, les préposés des logos ici, ce sont des préposés qui ont été embauchés pendant la COVID pour venir prêter main forte à celles qui étaient déjà dans des CHSLD. Pour ce qui est des proposées immigrantes, donc 75% ont une expérience dans le domaine de la santé et arrivent ici avec le diplôme d'infirmier diplômé d'État. D'autres vont faire ils vont faire aussi des DEP d'assistance aux personnes âgées. Et la majorité aussi, en grande partie, ont fait des études dans le domaine de la santé publique. Donc, ces précisions étaient importantes pour nous parce qu'on voulait savoir est-ce que les papes qui sont là, est-ce que c'était vraiment une vocation ou est-ce que c'était quoi leur parcours en fait? Est-ce qu'elles ont commencé dès le départ dans la santé ou ce sont juste des circonstances qui les ont amenées à pouvoir exercer ce métier. Donc, pour les papes immigrants, bien évidemment, 100% sont des préposés de Lego, donc qui ont été embauchés au courant de la COVID, pendant la pandémie. Donc, qu'est-ce qui se passe avec ces préposés? C'est que une fois qu'elles arrivent, il y a des enjeux. Il y a des enjeux tels que l'impossibilité de pouvoir trouver un emploi parce que leurs diplômes ne sont pas reconnus. Donc, il faut repartir à l'école pour pouvoir avoir un DEP. Elles sont contraintes d'exercer comme préposées. C'est le seul métier auquel elles ont accès jusqu'à l'expiration de leur permis de travail. Euh, pour ce qui pour ce qui est de la motivation à pratiquer le métier, parce que cette question aussi a été posée aux préposés, mais qu'est-ce qui vous motive à pouvoir pratiquer le métier? Donc, la majorité des préposés à date nous ont fait savoir que c'était la relation qu'elles avaient avec des résidents. Donc, elles se retrouvent à créer des liens avec des résidents qui se sentent proches, ces résidents-là qui leur racontent leur vécu de la jeunesse et tout ce qu'ils peuvent vivre. Donc, pour eux, il y a un lien qui se crée entre les résidents et eux. 20% nous ont fait savoir que c'était par amour du métier. 15% disaient avoir cette vocation-là. Pour 5%, c'était le sentiment d'appartenance au CHSLD parce qu'ils estimaient que dans le centre d'hébergement, peut-être qu'ils avaient une bonne gestionnaire, donc du coup, ils voulaient rester dans ce centre d'hébergement. Ils ne voulaient pas aller pratiquer dans un autre centre d'hébergement. Donc, 25%, c'était pour des raisons économiques et 5%, c'était un sentiment d'utilité. Donc, elles disaient que elles font le métier parce que ça leur permet de se sentir utile, de pouvoir aider. Donc, le constat quand même qui a été fait ici, c'est que quand je commençais, je m'attendais à ce que les raisons économiques soient placées en premier lieu, mais j'ai juste eu comme 25% de pouvoir, qu'est-ce qui les motivait. Pour ce qui est de les conditions de leur emploi et les conditions d'emploi de leur métier, donc là, j'ai scindé en deux parce que c'était de ce que j'ai constaté, c'est que le vécu des préposés immigrantes versus des préposés natifs n'est pas le même. Elles n'ont pas les mêmes difficultés. Donc, j'ai essayé de mettre dans un box les difficultés communes. Et par la suite aussi, je me suis aussi attaquée aux difficultés particulières. Donc, pour ce qui est des difficultés communes, bien évidemment, on a un manque de personnel. Et ce manque de personnel, la première incidence que ça a sur ces travailleuses, c'est que ça leur augmente le ratio. Parce que selon les recommandations d'ici, le ratio est de 1 pour 7. Donc, euh, un, 1 pour 7, alors que là, ils se retrouvent en train de faire
une préposée pour 13 résidents, alors qu'elles doivent être une préposée pour 7 résidents. Il y a la surcharge de travail. Il y a le fait que le travail est aussi émotionnellement exigeant parce que, en plus de la charge de travail, ce sont des personnes qui sont aussi appelées à pouvoir confronter, donc qui cohabitent avec la mort parce qu'elles assistent souvent à des résidents qui décèdent. Ça aussi, ce n'est pas toujours évident de pouvoir gérer ça. Il y a un manque de temps pour effectuer la tâche. Il y a des formations qui sont insuffisantes et inadaptées parce que des formations qu'elles reçoivent de manière théorique, malheureusement, elles n'arrivent pas à les appliquer quand elles sont avec les résidents, justement parce que la réalité n'est pas la même. Donc, n'est pas la même. Et ce qui fait aussi qu'il y a un manque de temps de ce qu'elle m'expliquait, c'était lié au fait que une fois qu'elles sont sur le terrain, non seulement elles manquent de temps, mais par la suite, quand on les envoie des nouvelles préposées, les préposés des logos, parce que ce qui est important de souligner, c'est que ces préposées, elles arrivent, elles ne suivent pas, elles ont une formation accélérée de 3 mois. Donc, du coup, quand elles arrivent dans un milieu en CHSLD, ce sont des anciennes préposées qui sont obligés de les former encore. Donc, ça encore, ça vient alourdir la charge de travail des préposés. Elles ont des horaires qui ne sont pas flexibles. Elles ont des problèmes de conciliation vie de travail, vie de famille aussi, parce que les horaires changent à tout moment, parfois sans leur consentement. Elles n'ont pas le droit, c'est difficile pour elles de pouvoir prendre des congés. Donc, bien évidemment, il y a la fameuse obligation de faire des temps supplémentaires. Euh, alors, ici, j'ai quelques extraits des CHSLD, des préposés. Je vais juste passer rapidement en revue qui dit la difficulté, c'est qu'on a des résidents qui aujourd'hui sont de plus en plus atteints de maladies graves, de déficits parfois psychologiques qui ne sont pas toujours adaptés en CHSLD et cela devrait être encadré autrement. Ils alourdissent sa charge de travail et nécessitent plus de temps que d'autres. Donc ça, elle justifiait le manque de temps. Comment est-ce que le manque de temps? Elles n'ont pas de temps, les formations ne cadrent pas et ne sont pas réalistes, ce qui rend le métier fatigant. Donc, pour ce qui est des préposées immigrantes, bien évidemment, il y a le contexte du programme d'immigration parce que oui, quand elles arrivent, on nous dit oui, vous allez être des infirmières. Il y a un discours qui est tenu avant le processus d'immigration, mais une fois sur le terrain, la réalité est là. Malheureusement, elles ne peuvent pas exercer avec le diplôme d'infirmier diplômé d'État. L'une des difficultés qu'elle rencontre aussi, c'est la manière de pouvoir effectuer le travail. Donc, selon elle, elle pense que le collègue, qu'elles ont une certaine lenteur dans les soins administrés, mais elle justifie cette lenteur par le fait que pour elles ne peuvent pas bâcler leur travail, en fait. Donc, si elles sont au pied d'un résident, il faut qu'elles prennent le temps de pouvoir bien s'occuper du résident, de pouvoir se rassurer que le résident a tout ce dont il a besoin avant de pouvoir passer à un autre résident. Donc, ce qui fait qu'elles prennent plus de temps que d'autres. Il y a bien évidemment le problème du racisme et de discrimination au travail. Et il y a aussi, comme je l'ai dit tantôt, le fait que leurs diplômes ne sont pas reconnus. Donc, quelques extraits, j'ai comme certaines personnes de cas de racisme et de discrimination. Ils ne veulent pas voir la peau noire. Ça, c'est dans des difficultés qu'on rencontre beaucoup dans les CHSLD. Quand tu veux les toucher, ils ne veulent pas. Mais si une personne blanche vient les toucher, ils n'ont pas de problème. Ils sont très désagréables envers nous. Du jour au lendemain, si je dois quitter, c'est comme si nous, on est ici, nous sommes des immigrants, on n'a pas de famille ici, tu as des enfants, tu fais un effort le matin d'aller, de laisser tes enfants à la garderie. Donc, c'est un peu ça. Pour ce qui est des enjeux en lien aussi avec la sécurité, la santé et la sécurité au travail, bien évidemment, comme je l'ai mentionné tantôt, le travail est émotionnellement chargé et exigeant. On a des violences, les préposés subissent des violences physiques de la part des résidents. Ça peut être parfois, elles me disent qu'elles se font griffer par les résidents, parfois c'est fait exprès, parfois non. Elles ont des accidents de travail, des maladies professionnelles, dont beaucoup de mal de dos. Et c'est ça. Donc, ça aussi, j'ai mis quelques extraits. Excuse-moi, Mathilde, est-ce qu'on peut peut-être 2 minutes encore? Parfait. OK, merci. Donc, c'est ça.
Pour ce qui est de les attentes en matière de reconnaissance, nous avons un aménagement des horaires, elles souhaitent un aménagement des horaires, une certaine proximité avec les gestionnaires et les chefs d'unité parce qu'elles estiment que ces gestionnaires sont éloignés de la réalité, donc ils ne savent pas ce qu'ils vivent, que ce soit les gestionnaires, que ce soit les membres du CIVIS. Bien évidemment, il y a une conciliation travail-vie de famille. Donc, comme des solutions qu'elles apportent et qu'elles proposent, c'est de pouvoir diminuer les ratios, de pouvoir engager plus de personnes, de personnel, d'être à l'écoute, d'avoir de l'aide psychologique aussi et une reconnaissance de manière symbolique, pratique ou organisationnelle. Donc, l'une des premières conclusions à laquelle j'arrive, c'est qu'il y a une perception plutôt négative de la reconnaissance. Il y a une perception plutôt négative de la reconnaissance. Et cette perception est liée au fait qu'il y a un manque de reconnaissance pratique, soit une révalorisation de leur métier, une reconnaissance existentielle aussi. Donc, je pense que c'est tout. Merci.